je vous emmène dans l'aventure de Matisse, non pas sous forme chronologique, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Matisse du début jusqu'à la fin, je vous emmène dans cette aventure extraordinaire pour vous dire que Matisse est un homme du Nord. C'est un héritier des peintres flamands. Toute ma vie, j'ai dû me battre pour dire oui, le musée créé par Matisse, il est dans le nord de la France, il n'est pas à Nice. Et à expliquer que bien Matisse est originaire du Nord. Et ça, je vais vous montrer comment Matisse est l'héritier, comment il y a une filiation, une descendance des peintres du Nord. Et je suis ravie de venir faire cette conférence ici en Belgique parce que je crois que vous êtes beaucoup plus amène que n'importe où ailleurs pour en comprendre l'importance. Matisse disait qu'il n'a jamais évité l'influence des autres. J'aurais considéré ça comme une lâcheté, un manque de sincérité vis-à-vis de moi-même. Je crois que la personnalité de l'artiste se développe, s'affirme par les luttes qu'elle a à subir contre d'autres personnalités. Si le combat lui est fatal, si elle succombe, c'est que tel devait être son sort. Il a toute sa vie dit qu'il s'était nourri des autres peintres, mais surtout de ceux dont il a l'héritage. Les arts, un autre jour, dit-il, ont un développement qui ne vient pas seulement de l'individu, mais aussi, et ça c'est très important, de toute une force acquise de la civilisation qui nous précède. Une autre fois, en 1907, il dit à Apollinaire « J'ai travaillé pour enrichir mon cerveau en satisfaisant les différentes curiosités de mon esprit, en m'efforçant de connaître les différentes pensées des maîtres anciens et modernes de la plastique. Et ce travail fut aussi matériel, car j'essayais en même temps de comprendre leur technique. » Alors, n'imaginez surtout pas qu'en une heure, je fais le tour de Matisse, qu'il n'y a eu que ce genre d'influence sur son œuvre, que je ne fais absolument pas le tour du sujet, mais je vous montre Matisse sous un seul angle. Après, on pourra en discuter, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, surtout dites-le. C'est ça qui sera absolument passionnant. Parce que figurez-vous que Matisse n'est pas du tout né dans le Midi, comme je vous le disais, il est né dans le Nord. Alors le Nord, vous voyez sur cette carte qu'on a Lille ici, on a Bruxelles ici, et le Cateau est tout à fait dans le sud du Nord. Il va quitter le Cateau à bébé pour aller vivre à Bohain, qui se trouve là au nord de l'Aisne, au nord de la Picardie. Parce que Matisse est né un 31 décembre 1869, voilà, dans cette petite maison que vous avez sur la gauche de l'image ici. Et Matisse, toute sa vie, se considérera comme un homme du Nord. La question est, comment, né dans une région aux tonalités grises, que vous connaissez, hein, à Bruxelles, on n'a pas plus de lumière qu'au Cateau-Cambrésis, aux couleurs assourdies, comment est-il devenu l'un des peintres les plus admirés pour avoir préservé la couleur, donné à la couleur sa beauté propre, comme en musique on conserve les timbres? Eh bien, la réponse est dans ses origines, contrairement à ce qu'on peut penser. Dans le contexte artisanal dans lequel il passa sa jeunesse, parce que Matisse est descendant d'une famille de tisserands, tisserand de lin par son père et de tanneur par sa mère. Et dans le Cambrésis, on a fait les plus belles toiles en batiste, en linge très fin, qu'on appelait la batiste. À quelques mois, Matisse part avec ses parents, bien entendu, eh bien, il s'installe dans le gros bourg de Bohain, à 15 km donc au sud du Cateau, et son père ouvre une grainerie. Et Anna, sa mère, tient une droguerie avec un rayon couleur. Et elle-même faisait de la peinture sur céramique. Bohain, eh bien, ça n'est pas du tout n'importe quelle ville. Même si c'est tout petit, ça fait 5000 habitants, c'est tout petit. Parce que c'était un centre de tissage de luxe. Il y avait autour de la maison Matisse 43 métiers à tisser jacquard, c'est-à-dire ces métiers très... Vous voyez ici les femmes qui ont posé pour la carte postale, bien sûr, avec leur laine au bout du bras. Mais ces métiers, c'était des métiers très complexes.
avec des fiches perforées qui leur permettaient de faire des tissus très compliqués. Et donc Matisse, eh bien, va vivre au milieu de ces métiers à tisser. Il raconte, et il a fait ce tableau après un jour où il était en Bretagne en 1895, disant concernant ce tableau qu'il connaissait bien le sujet parce qu'il y en avait beaucoup dans son pays. Vous allez comprendre l'importance de ces tissus dans l'œuvre de Matisse, parce qu'à Bohain, c'était un centre de tissage à la main où on fabriquait les tissus rodiers. Et on faisait des châles, des indes tissées, comme ce tissu avec un motif cachemire. Vous avez tous vu ce type de tissu, très compliqué là aussi. Et Matisse dit qu'il se souvient en avoir vu sur le dos de quelques vieilles au bonnet blanc tuyauté. Et Matisse, jusqu'à l'âge de 20 ans, ne possède comme seule culture visuelle que les tissages faits autour de chez lui. Dans les ateliers, on faisait les plus beaux tissus de France. Ici, c'est la fresque qui se trouve dans la salle des fêtes, enfin la grande salle de réception de l'hôtel de ville de Bohain. On faisait des tissus d'ameublement, des tissus pour l'habillement, en soie, en laine, en velours, des damas, des brocarts, des mérinos, des tweeds, des gazes, d'une matière et d'un luxe absolument inouïs. Ce que je vous montre là, ce sont des échantillons. On en a 500 cahiers comme celui-là à la bibliothèque municipale de Saint-Quentin. C'est ce qui a été ramassé au moment de la destruction des usines. Eh bien, jamais, bien entendu, on ne dit qu'un tissu a été tissé à Bohain. Il s'appelle Soieries de Lyon, il s'appelle Nouveautés de Paris, mais les plus belles réalisations restent à Bohain, restent dans cette région. Et encore aujourd'hui, à Caudry, à côté du Cateau, on fait, et j'aurais dû venir avec un foulard, des tissus, des dentelles de Caudry, complètement oubliées. On fait à Caudry les plus belles dentelles au monde. Toute la haute couture se fournit à Caudry encore aujourd'hui. Et on fait également les plus belles broderies. Donc ça reste d'une richesse d'invention, d'une beauté des décors fleuris, des matières. Aujourd'hui, ça a été complètement oublié, toute cette histoire. Et pourtant, ça a nourri deux peintres très importants, qui sont d'une part Matisse, dont on va parler, et un autre peintre dont le musée Matisse a eu la plus importante collection, qui est Auguste Herbin. Vous avez beaucoup d'Herbin dans la foire en ce moment, et j'espère que vous découvrirez ce peintre. Eh bien, figurez-vous que Matisse va plonger ses racines dans cette histoire et se nourrir de l'abondance des décors de ces tissus luxuriants. Et il va les utiliser comme des éléments participatifs de sa peinture, en faire un usage très personnel. D'abord, dès qu'il va décider de quitter son métier d'avoué pour partir à l'école des Beaux-Arts, d'abord à Saint-Quentin puis à Paris, il va se constituer une collection de tissus. Et quand en 2004 nous avons fait une exposition sur Matisse et les tissus, on a découvert 10 malles remplis de tissus, tous plus magnifiques les uns que les autres, mais aussi des tout petits morceaux, des petits échantillons, des tissus sans intérêt, sans importance. Et pourtant, c'est la collection essentielle que Matisse a pu faire dans sa carrière, ce sont ces tissus. Ces tissus qui l'environnaient, dans lequel il a vécu, comme ce tissu de la tenture égyptienne que vous avez ici. On va retrouver cette tenture égyptienne, l'inspiration de cette tenture sur les chasubles, la chasuble rouge, ou bien, alors je ne connais rien en tissu, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, hein, mais ça, ce sont des tissus de la collection qui appartenait à Matisse. Je vais vous donner cette démonstration uniquement avec un seul tissu. Un tissu archi banal. Vous ne pouvez pas faire plus banal qu'un motif de toile de Jouy. En tout cas, à cette époque, ça couvrait les murs, ça couvrait les rideaux, ça couvrait, etc. La toile de Jouy, bleue, c'est-à-dire des arabesques de feuillage dans lesquels sont des paniers de fleurs dans une gamme de tonalités bleues. Eh bien, figurez-vous que Matisse va utiliser ce tissu toute sa vie, qu'on va le retrouver partout dans les tableaux. Et que ce qui compte effectivement,
c'est qu'est-ce que Matisse veut en faire? Pourquoi ce tissu? Pourquoi ce motif bleu qu'on retrouve chez lui, bien sûr, partout? Il part aussi en voyage avec ce tissu dans sa valise. Parce que quand il arrive à Grenade, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ou à Séville, il met le tissu sur une table, et là, il peut peindre un tissu qui lui est familier. Voilà une toile que vous connaissez tous, qui est à Saint-Pétersbourg. On est en 1909. Il faut imaginer que ce tissu sert de matière même au tableau. Il a ces grandes arabesques bleues qui lui permettent, Matisse va supprimer la troisième dimension. Vous savez quand même que cette troisième dimension a occupé la peinture pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, à savoir comment traduire sur un tableau en 2 dimensions une certaine profondeur. Eh bien, chez Matisse, il ne s'agit pas de traduire une profondeur, il s'agit de traduire plusieurs espaces. Traduire des espaces de différentes façons. Et les tissus vont servir à gérer et à créer un espace imaginaire, un espace féerique, qui ne s'arrête pas au bord du tableau. Aujourd'hui, on appelle ça all over. Bon, vous avez tous entendu parler. Et évidemment, le décor vient bien au-delà du tableau. Au milieu de ce décor de fleurs, eh bien, vous avez des fruits et des objets comme cette cafetière ou ce pot en verre, et qui ne sont pas plus réels. Vous ne pouvez pas les prendre, vous ne pouvez pas les saisir. Ils ne sont pas plus réels que le décor de tissu. Et vous avez un élément dans un espace dans l'espace. Et c'est décoratif, ici, dans cette toile, torse grec et bouquet, eh bien, il va chercher comment introduire et comment la décoration va rentrer dans le tableau. Le décoratif, dit Matisse, pour une œuvre d'art est une chose extrêmement précieuse. C'est une qualité essentielle. Il n'est pas péjoratif de dire que les peintures d'un artiste sont décoratives. Tous nos primitifs français sont décoratifs. Je dirais tous les primitifs flamands aussi. Pour moi, un tableau devrait toujours être décoratif. Autrefois, à Georges Dutruy, son gendre, expression et décoration ne sont qu'une seule et même chose. Le second terme étant concentré dans le même expression et décoration, je répète. Une autre fois, c'est commettre une grave erreur de jugement que d'attribuer un sens péjoratif au mot décoratif. Il faut être décoratif. La substance ne suffit pas, il faut aussi l'enveloppe. Parce que, dit Matisse, c'est le privilège de l'artiste que de rendre précieux, d'anoblir le plus humble sujet. C'est ainsi qu'il va créer des tableaux avec une abondance de matière et des motifs différents et donner à voir une multitude d'espaces. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. C'est le pouvoir de l'esprit du peintre d'influencer la matière et la couleur, de modifier ainsi l'apparence des choses. Un tissu fort est le même motif sur des kilomètres et on ne sait pas qui l'a dessiné, enfin à part quelques noms célèbres, hein, mais on ne sait pas qui l'a dessiné, et dedans il n'y a pas l'esprit du peintre. Et Matisse va utiliser ces mêmes tissus, qui apparemment sont complètement anonymes, au contraire, pour y mettre sa pensée, son émotion et sa réflexion, et influencer la matière et la couleur, et modifier ainsi l'apparence des choses. Alors je vous montre un tableau qui est très célèbre, qui est au musée de Grenoble, dans lequel il y a, qui date de 1911, j'insiste sur les dates. Regardez bien, ça s'appelle Intérieur aux aubergines. Alors de temps en temps, je vais m'arrêter comme ça sur un tableau. Vous avez 3 aubergines sur un tissu rouge, une table, d'ailleurs qui là aussi n'a absolument aucune profondeur. Vous voyez que le sujet des aubergines est complètement anecdotique, ça n'a aucune espèce d'importance, que ça s'appelle comme ça ou autrement. Devant un paravent qui est le paravent avec le fameux tissu bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Un miroir dans lequel vient se refléter l'espace à hauteur du peintre. Un motif de fleurs bleues sur fond noir que je vous renvoie à ce sujet, sur ce motif de fleurs que vous trouverez sur l'affiche qui est dans la galerie Bérès, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Matisse dans la foire, mais il y en a un avec un motif de fleurs et avec le portrait de Marguerite. Sur ce mur, vous avez des cadres, vous avez d'autres éléments. Sur le paravent, vous avez un tissu qui est agrafé et vous avez une fenêtre
Eh bien, la fenêtre, Matisse dit que l'espace qui est dehors fait partie du dedans. Ça ne fait qu'un, depuis l'horizon jusqu'à l'intérieur de ma chambre atelier. Le mur de la fenêtre ne crée pas deux mondes différents. Si j'ai pu réunir dans mon tableau ce qui est intérieur et extérieur, c'est que l'atmosphère du paysage et celle de ma chambre ne font qu'un. Regardez bien ces fenêtres. On va les retrouver chez les primitifs flamands. Regardez ce tableau. Il n'y a pas un espace, mais une multitude d'espaces. Il n'y a pas un objet devant, un autre derrière, un dessus, un dessous, un dedans, un dehors. Tout a la même importance. Et ça, c'est nouveau. Matisse vous invente un monde imaginaire à lui, dans lequel c'est vous qui allez ordonner les objets comme vous l'entendez. C'est le spectateur qui devient acteur. Ce qui est derrière peut être devant, dedans, dehors, dessus, dessous, etc. Et ça, c'est une fantastique innovation, une fantastique découverte que Matisse n'a pas fini d'explorer. Il va explorer toute sa vie. Les Américains vont reprendre le relais après en 1945, vous verrez. Et, enfin, là, on n'en parle pas, hein, c'est pour une autre conférence. Et je vous emmène dans un autre tableau à peu près de la même époque, qui est cette fameuse desserte rouge. Cette desserte rouge qui n'était pas rouge. Et bien sûr, on repart toujours sur le motif bleu. Hein. Matisse dit, ce n'est pas un autre tableau. Je cherche des forces et un équilibre de forces. Et les forces, eh bien, si Matisse le peint en rouge, c'est bien parce qu'il va donner cette puissance dans le rouge que le bleu ne lui donnait pas. Il avait commencé par le peindre en bleu et puis voilà, il change les couleurs. Mais regardez bien la fenêtre à côté. La fenêtre verte, on a cet accord de rouge très fort et de vert très fort, des couleurs complémentaires. Là aussi, dans les primitifs, on va en reparler. Vous avez le motif, bien entendu, qui va de la nappe jusqu'au mur et tout ça fonctionne de la même façon. Vous voyez que les éléments de décor vont se poursuivre dans la fenêtre, qui n'est pas une fenêtre, qui est à l'intérieur du décor, et que la femme elle-même est un jeu d'arabesque qui vient se mêler aux autres rythmes arabesques du tableau. Eh bien, cet ensemble, cette harmonie, eh bien, ça, c'est une des choses essentielles de Matisse. Et une des choses essentielles, c'est cet équilibre, cette puissance des couleurs. Matisse disait que les tableaux appellent des beaux bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, et écoutez bien, des matières qui remuent le fond sensuel des hommes. Parce que un tableau sera toujours fait avec un bleu, un jaune, un vert, dont on modifie les quantités. À la dernière étape, le peintre se trouve libéré de son émotion existe entière dans son œuvre. Le peintre se trouve libéré et son émotion existe entière dans son œuvre. Et c'est cette émotion que Matisse veut vous donner. Et c'est cette émotion qu'il va faire passer à travers sa peinture. Enfin, j'espère. Voilà. Eh bien, les tissus vont absolument envahir toute l'œuvre de Matisse pendant des années. Dans les années 20, il crée ces petits théâtres où vous voyez que l'odalisque est habillé avec les vêtements qu'il a ramenés du Maroc, qu'il a mis des tentures, qu'il crée et qu'il utilise ce patchwork de formes et de couleurs absolument incroyable dans ces tableaux, avec ces mélanges qu'il ne faudrait surtout pas mettre chez vous parce que vous auriez une cacophonie absolument invraisemblable de matière et de couleurs. Et Matisse dit que j'ai tenté de réaliser cet équilibre de force. Il dit les bleus, les verts, les jaunes, les vitraux composent à l'intérieur une lumière, ça c'est pour la chapelle de Vence. Là, un autre accord de couleurs incroyable entre cette femme qui est très sculpturale, enfin, qui est un modèle beaucoup plus imaginaire que réel, beaucoup plus, dont les courbes viennent se répondre au motif qui se trouve derrière le motif. On est dans les années 20, Matisse retrouve une troisième dimension dans ses tableaux, donne de la perspective, crée les lignes obliques, mais garde cette bonheur de l'émotion, de la couleur, pour donner cette unité, cette lumière qui vient de l'intérieur et qui aura son point final dans cette fameuse chapelle qu'il va créer à partir de 1948 à Vence, pour les dominicaines de Vence. Et regardez le vitrail qui se trouve derrière l'autel.
eh bien, il a un tissu suspendu par deux angles, les deux angles, comme suspendu. Bon, évidemment, c'est du verre, hein. Ce tissu, ce vitrail de trois couleurs, le plus beau jaune, le plus beau bleu, le plus beau vert qu'il va utiliser et qui, mélangé, fera des reflets rouges sur le sol de la chapelle. Alors Matisse a vécu toute sa vie avec cette luxuriance. Luxuriance dans les tissus, luxuriance dans les fleurs, comme vous le voyez ici dans son intérieur avec ce moucharabier. Voilà, le moucharabier, il en avait une collection absolument extraordinaire qui venait d'ailleurs dans les intérieurs qu'il a peints. Là on est en 1921 et vous voyez ces femmes habillées de caftan parce qu'il habillait ces modèles de ces robes extraordinaires. Il les enluminait, il les embellissait avec des bijoux, avec des robes. Et il va en plus accentuer encore plus en les mettant devant ces moucharabiés bleus. Matisse dit qu'il est amoureux des tissus, il les a collectionnés. Il a constitué une robe phénoménale de robes, de caftan, de boléros. Et les tissus rentrent dans l'ornement, dans la beauté des femmes. Il dit « Je sens par la couleur, c'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée. Encore convient-il que les sensations soient condensées, que les moyens utilisés soient portés à leur maximum d'expression. » Voilà ici une gandoura qu'il a ramenée du Maroc. Alors regardez ce que Matisse va faire de cette gandoura. Je vous montre 4 tableaux peints au même moment dans les années 35, 36, 37, au moment où il a notamment comme modèle Lydia Dektorskaya, mais là c'est pas Lydia, vous allez voir ce qu'il va en faire. Vous allez voir comment il va transformer cette gandoura et cette femme en fleurs, en un motif dans lequel il y a une richesse de couleurs absolument ahurissante. Vous voyez comment elle est entourée de fleurs elle-même. Matisse construit toujours ses tableaux sur la verticale, c'est le milieu de la toile et l'horizontale. Il y a une croix complètement organisée. C'est autour de ces axes verticaux et horizontaux qu'il va construire ces figures, qui vont tourner d'ailleurs dans un mouvement arabesque. Je vous montre 4, je crois qu'il y en a 4 modèles. Regardez, c'est toujours la même gandoura. Là, dans cet accord de rouge et de jaune et de vert, alors vous avez le motif d'une table très chargée sur lequel vient un vase avec des anémones sur un fond jaune et rouge et noir. Le modèle rouge et jaune avec la robe verte et tout cela danse comme les fleurs. D'ailleurs, il disait que les fleurs dansaient, que les fleurs ressemblaient à des jeunes filles. Il avait cet amour des objets et des choses qu'il va mettre dans la toile avec ces accords d'une inouïe de couleurs qu'il traite, dit-il, comme des notes de musique. Il dit qu'un tableau est une symphonie. Il était lui-même musicien, il jouait du violon et en 1920 il a hésité entre la musique et il avait peur de perdre la vue, la musique et la peinture. Il dit que chaque peintre est un peintre vraiment doué à une matière, une façon de poser la couleur avec une certaine volupté. Ce qui fait qu'on peut dire que la matière de tel peintre est comme un velours, comme un satin, comme un taffetas. Vous voyez sa connaissance des tissus. La façon, on ne sait pas d'où ça vient, c'est magique, ça ne s'apprend pas, même au Louvre. Il y a des tableaux très nourris comme ceux de Cézanne et des tableaux très minces de matière qui ont cependant une densité réelle. Toutes les couleurs chantent ensemble. Elles ont la force nécessaire au cœur. C'est comme un accord de musique. Et quand vous pensez, si vous jouez du piano ou un instrument, vous pensez à l'accord des musiques, comment les notes de musique vont fonctionner les unes par rapport aux autres, eh bien, vous faites la transposition dans les couleurs et vous rentrez dans cet accord entre ici les violets et les verts. Dieu sait si c'est fabuleux. Dieu sait comment Matisse, sur la grande verticale horizontale,
fait danser ces couleurs et ces formes avec 3 fois rien a priori. Encore un autre exemple de cet accord de couleurs dans la toile. Eh bien, je vous disais que Matisse avait des collections de tissus. En voilà un exemple ici. C'est une robe en soie très très jolie. Je ne sais plus par quelle... Je ne sais pas... Il a acheté ça dans des soldes de haute couture en 1935, mais on ne sait pas qui. Et voilà ce qu'il en fait. Je vous montre un peu ce qu'il en fait. Voilà. Et il dit que si c'était resté un tissu, eh bien, c'est très esthétique, c'est très beau, mais ça n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Eh bien, Matisse va les transformer, les modifier l'apparence en changeant seulement quelques nuances. Et pour donner un sentiment d'évasion, une élévation d'esprit. Alors, moi je ne suis pas du Nord, mais quand j'ai vu les primitifs flamands, notamment à Bruges, j'ai dit mais c'est pas possible. Les tableaux de Van Eyck et de Memling, c'est exactement la même recherche de cette luxuriance de matière, d'accord entre les couleurs, de mélange entre les différents tissus. Vous voyez ici le tapis, la Vierge à l'enfant. Vous voyez d'ailleurs la construction pyramidale avec la grande verticale. Tout à l'heure aussi, hein, vous aviez une construction pyramidale avec cette construction verticale, avec l'accord entre le rouge et le jaune, évidemment. Le noir, on en reparlera, c'est encore autre chose. Et ici, tout est construit pour que notre œil aille jusqu'à la Vierge, bien sûr, et la Madone, le chanoine Van der Pal, ici, dans cette matière tellement luxuriante. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Matisse peignait sur des fonds blancs et que la lumière passe à travers la peinture, parce que le fond blanc va toujours dégager de la lumière. Les primitifs peignaient sur des fonds très préparés, dans des préparations blanches, toujours très très blanches et très lisses et très préparées. Et travailler avec des glacis, faits avec de l'huile de noix, et plus la couleur est foncée, plus le nombre de couches est superposé. Et la lumière dans ces tableaux vient du fond de la toile. Ça ne se reproduira plus, hein, ça ne dure que jusqu'au début du XVIe et après c'est terminé. On est devant une peinture qui garde une puissance de luminosité absolument exceptionnelle. Et ça, Matisse l'a vu. Et je vous montre des tableaux qui sont à Bruges, mais n'oubliez pas qu'il va travailler pendant 6 ans au Louvre. Et donc, j'ai mis beaucoup de tableaux qui se trouvent au Louvre, bien sûr. Vous voyez ici un triptyque de Memling, avec toujours cette même construction verticale, horizontale et en oblique vers évidemment la scène principale. Hein, on est dans cette construction comme ceci, avec cette lumière qui vient de la toile et qui vient aussi des fenêtres. Alors tout à l'heure je vous ai montré la présence des fenêtres dans l'œuvre de Matisse, mais il y a bien d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples, et aussi cette construction verticale où tout est centré sur la partie centrale du tableau. On est devant des tableaux dans lesquels l'accord maximum est dans les rouges et les verts. Je vais montrer ça aussi dans l'œuvre de Matisse. Alors il n'a jamais dit qu'il avait été complètement nourri, qu'il n'y avait que Van Eyck et Memling qui l'avaient nourri. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement qu'il est l'héritier de ces peintres et qu'il a la même sensibilité, qu'il a la même émotion devant ces accords de couleurs, devant ce travail de la lumière, devant ce mélange entre les scènes intérieures et extérieures, devant ces tissus, la matière même des tissus, évidemment, absolument splendide, vous voyez, donc évidemment je mis des tableaux du Louvre, hein, quand même, le tableau de Van Eyck est quand même absolument extraordinaire, la Vierge au chancelier Rollin, avec ce paysage entre les deux, entre le chancelier et la Vierge. On va en reparler parce que tout à l'heure je vais vous montrer un tableau de Matisse qui reprend ce même rythme-là. Voilà, donc je vous montre une photo d'un détail. Et puis le Van der Weyden.
Parce que quand il est, à partir de 1892, l'élève de Gustave Moreau au Louvre, eh bien, Gustave Moreau les emmène devant les tableaux. Il dit qu'il guidait leur exécution. Il nous promenait devant la peinture des Hollandais, des Italiens, des Espagnols. Il nous montrait non pas comment on peint, mais il excitait l'imagination devant le rendu de la vie contenue dans ces tableaux. Pour nous, le Louvre était un très grand atelier où nous allions l'après-midi faire une copie. On travaillait 1 heure, on posait sa palette pour aller flâner, voir les tableaux. Nous avions donc tous les jours librement une séance de peinture comparée. Donc il faut imaginer que Matisse a une mémoire visuelle phénoménale et qu'il va enregistrer toutes les peintures qui l'intéressent au Louvre. Bien sûr, il fait des copies aussi, mais là c'est un autre sujet. Il parlait beaucoup des maîtres, de leur élévation d'esprit, dit Matisse. Et il disait que Gustave Moreau luttait contre le réalisme. Il chauffait l'imagination des élèves. Il nous faisait exécuter des copies dont il guidait l'exécution. Eh bien, voilà ici un Van der Weyden. Je suis retournée au Louvre les voir là, il y a quelques jours. Et effectivement, c'est un enchantement. C'est un enchantement de matière, de beauté, de lumière. Eh bien, quand Matisse va dessiner la Vierge à l'enfant sur le mur de la chapelle de Vence, dont je vous ai montré une photo tout à l'heure, eh bien, il va reprendre cette exubérance, non pas en couleur, mais en noir et blanc. Il va le dessiner en noir et blanc, et ces fleurs, ici un dessin, eh bien, vont occuper tout le mur et donner cette élévation à la Vierge et l'enfant qui occupent le mur. Et pour cette même chapelle, il va faire des chasubles absolument magnifiques que vous verrez à la chapelle également. Tout à l'heure, je vous ai montré un tissu qu'il avait collectionné qui s'appelle la tenture égyptienne. Eh bien, cette chasuble rouge reprend les accords de couleurs que vous avez dans ce tissu égyptien. Alors, voilà ma démonstration concernant l'importance des tissus sur l'œuvre de Matisse, comment Matisse s'en est nourri. Mais il n'y a pas que les tissus, il n'y a pas que les primitifs flamands, il y a bien d'autres peintres, et notamment Rubens. Voilà le tableau de Rubens, Hélène Fourment avec ses enfants, eh bien, qui se trouve aussi au Louvre. Et vous savez que cette robe, avec ce blanc, là on n'est plus dans la transparence des blancs, on est dans l'empattement, on est dans l'épaisseur. Rubens utilise une des couleurs qu'il peut mettre en épaisseur et peindre beaucoup plus rapidement dans la mesure où cette essence de térébenthine, essence de Venise, est à sa disposition et va lui permettre de peindre des tableaux beaucoup plus rapidement. Alors il adorait Rubens, il adorait Rembrandt, on va en reparler. Alors je ne vais pas vous dire qu'il a copié Hélène Fourment, hein, loin de là, hein, mais il a vu les blancs de Rubens. Eh bien, il avait dans sa collection un manteau de fourrure doublé de fourrure blanche. Voici ici Nonette avec ce manteau que Matisse est en train de dessiner, dont on va faire des peintures. Et voilà, une des robes aussi, une robe blanche, voilà le manteau avec sa fourrure, et voilà la peinture. Cette peinture qui vient de la collection de Thériault, qui a été le grand éditeur de Matisse. Et ce tableau était époustouflant dans la mesure où, si vous approchez, si vous regardez de près, eh bien vous verrez que le manteau qui donne cette illusion de la fourrure, la robe, de cette robe de soie, eh bien n'est pas peint. C'est uniquement, il y a la préparation de la toile, c'est tout, il n'y a rien. Et ce modèle, avec son manteau, est dans un accord de jaune et de rouge. Le jaune et le rouge, c'est la façon dont on traduit l'or hein, dans les tableaux les tableaux des... Je cherche le mot, je me cherche. Voilà, vous trouvez l'or quand on est sur fond d'or, eh bien c'est avec du jaune et le rouge de la préparation, le jaune de l'or et le rouge de la préparation. Et on a cet enchâssement, on a ce côté très précieux finalement, cette incroyable beauté de la lumière du blanc, et pourtant il n'y en a pas, il n'y a rien.
Ici, bien sûr, des tableaux que vous connaissez, les Épouvants Dolfini, aussi dans cet accord de rouge et de vert et de lumière qui vient de la fenêtre. Le fameux Van Eyck dont je vous montrais tout à l'heure, le chancelier Rollin, avec la lumière entre les deux personnages. Et un jour, Matisse a peint la conversation, c'est-à-dire lui parlant avec sa femme devant une fenêtre ouverte, dans cette lumière du bleu. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il a copié. On est devant ici ce tableau avec ce paysage qui fait partie de la scène, qui est presque la conversation qu'ils ont engagée, comme la conversation peut-être entre la Vierge et le chancelier Rollin chez Van Eyck. Alors, c'est parfaitement gratuit. Si ça ne vous emballe pas, c'est tout. C'est moi qui fais des rapprochements parce que ça faisait partie de la culture de Matisse. Les nus. Vous savez que Matisse va peindre quantité de nus, et notamment des dos. Il n'y en a pas beaucoup dans la peinture. On a assez peu de dos, mais on a ce dos de Rubens extraordinaire de Vénus au miroir. Et regardez bien comment ce dos massif, épais, apparemment avec une chair incroyable, avec une matière époustouflante, Matisse, avec quelques traits de crayon, quelques lignes, quelques signes, eh bien, va vous traduire cette même matérialité du dos. Vous donnez ce poids du modèle, cette lumière aussi qui paraît à travers le modèle. Si je prends Rembrandt, qui est au Louvre, là aussi, Bethzabée au bain, ce modèle assis, qui va être là aussi un modèle, une position que Matisse va souvent reprendre. La lumière chez Rembrandt est essentielle. Elle est vraiment très présente. Matisse aimait beaucoup Rembrandt. Un jour, il dit « Mon rôle, je crois, c'est de donner de l'apaisement. Parce que moi, j'ai besoin d'apaisement. » La peinture de Rembrandt, évidemment, est une peinture en profondeur. C'est une peinture du Nord, une peinture de Hollande, des Flandres, qui n'a pas la même atmosphère que celle que nous avons en France ou en Méditerranée. Il dit « Les scènes bibliques de Rembrandt sont pleines d'anachronismes, mais il a préservé la gravité et l'humanité de la Bible. » Rembrandt a fait des sujets bibliques avec des vraies turqueries de bazar et son émotion y était. Comment traduire cette émotion avec des nus, avec des matières, avec des oppositions de lumière? Eh bien, regardez ce nu assis. Matisse va, dans quantité de tableaux, reprendre ce même modèle, d'abord parce que les modèles sont assis facilement, plus facilement que debout, que ici, dans cette baigneuse à la tortue, elle est debout, assis, et puis vous l'avez de dos également. Et Matisse va traduire ces nus uniquement par 3 couleurs, et dit à ce sujet, la couleur est une force. Mes tableaux se composent de 4-5 couleurs qui sont des entrechoquements entre elles, qui donnent des sensations d'énergie. Il dit quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe. Quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel. La composition qui est faite avec des couleurs, le principal élément, ce sont les couleurs qui créent une certaine expression sur l'esprit du spectateur, et qui créent l'expression combinée par le mélange. Eh bien, Matisse va traduire ces nus dans des atmosphères de rose, de vert, d'évocation, de très peu de choses, avec cette transparence de la lumière, là aussi, que vous trouvez de plus en plus simplifiée, de plus en plus monumentale, avec ce chef-d'œuvre du nu assis, bien entendu, qui sont les 4 papiers découpés sur les nus qu'il a découpés en 1952, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. Alors regardez bien, parce que je vous fais suivre les 4 les uns derrière les autres, sachant que le premier a été à la fois le premier et le dernier. Alors, uniquement, chaque élément a été découpé séparément. Et Matisse construit son nu, évidemment il n'y a plus qu'une seule couleur, et cette couleur donne un nu monumental qui déborde complètement de la toile, qui prend une ampleur inouïe et une simplification extraordinaire. On atteint
un sommet qu'on aura après bien du mal à dépasser. Alors, je vous emmène sous d'autres aspects que les seins nus. Je continue dans mon aventure sur la peinture de Matisse et je vais vous ramener à Saint-Quentin, là où il a été clerc d'avoué, là où il a fait ses premiers dessins, premières peintures à l'école des Beaux-Arts de Saint-Quentin, qui avait été fondée par Quentin Latour. Et Matisse, eh bien, va au musée. Il va au musée de Saint-Quentin parce que là, il y a tout le fond d'atelier de Quentin Latour, tous les pastels. On a une collection époustouflante. Si vous venez un jour visiter le musée Matisse, Saint-Quentin est à 30 km, c'est pas très loin. On va voir ce que c'est que le portrait chez Matisse. Il dit que les vrais portraits, ceux dont les sentiments semblent sortir du modèle, sont assez rares. Et il a été touché par ces aimables visages du musée Quentin Latour. J'ai constaté que chacun d'entre eux était bien personnel. J'étais surpris en sortant du musée de la variété des sourires particuliers à chacun des masques, bien naturels et charmants dans leur totalité. Il m'impressionnait au point d'en avoir moi-même les muscles du rire fatigué. C'est donc les premières œuvres qu'il voit, les premiers tableaux d'un autre artiste, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'un portrait, dit-il? N'est-ce pas l'œuvre qui traduit la sensibilité humaine du personnage représenté? Le seul mot qu'on connaisse de Rembrandt est celui-ci. Je n'ai fait que des portraits. L'exactitude n'est pas la vérité. Au XVIIe, Rembrandt, avec son pinceau, sa pointe, a fait de vrais portraits. Et Gustave Moreau disait qu'avant ce maître, on n'avait peint que des grimaces. Et Rembrandt lui-même constatait que toute son œuvre n'était faite que de portraits. Alors je vais vous montrer, voilà ce qu'en fait Matisse de ses portraits. Il va dessiner sa fille Marguerite. Vous avez toujours chez Berès le fameux dessin dont je vous parlais. Il y a un portrait de Marguerite extraordinaire. Essayez d'aller voir dans cette galerie. Matisse va aimer beaucoup faire des portraits, trouver le rythme particulier et non pas la ressemblance, mais l'asymétrie particulière du visage, le rythme particulier et surtout pas la ressemblance. Il dit que ce sont les peintres du Nord qui ont trouvé comment faire des portraits. Voilà le modèle qu'il a préféré, qui était Lydia Dektorskaya, qu'il a comme modèle et comme assistante à partir de 1935. Voilà les yeux bleus de Lydia. Voilà un autre portrait extraordinaire de cette jeune femme qu'il a tellement admirée, et avec surtout pas. Et ce portrait est intéressant parce que c'est une fausse symétrie qui n'est absolument pas régulière. Alors qu'est-ce qu'il va chercher chez Rembrandt? Eh bien, voilà des portraits, des autoportraits de Rembrandt, et vous allez voir comment Matisse va utiliser les autoportraits de Rembrandt dans ses propres autoportraits. Rembrandt, vous savez qu'il a une liberté d'écriture extraordinaire, qui ne va pas enfermer la couleur dans le dessin, qu'il va donner la lumière sur les visages avec ces forts contrastes d'ombre et de lumière, qui est le propre même vraiment la caractéristique particulière de sa peinture. Bien sûr, Matisse va reprendre ces oppositions de lumière, d'ombre et de lumière, non pas utiliser des tons, c'est-à-dire des gammes d'ombre et de noir jusqu'au blanc, mais au contraire la couleur, c'est la couleur qui va modifier le visage. Regardez comme dans ce célèbre portrait dans lequel les ombres sont vertes et où, comme dit Matisse, il n'est évidemment pas question de faire un portrait authentique. Mais l'expression du visage, la symétrie, le rythme du visage, eh bien, vient de Rembrandt. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà encore là un des rares autoportraits de Rembrandt, là avec devant son chevalet, que Matisse va reprendre dans un tableau qui est au Cateau, où vous voyez comment il crée cette ombre sur le visage en tenant son pinceau, non pas de la main gauche parce qu'il était droitier, mais se regarder dans la glace. Eh bien, il va surtout être très impressionné par les gravures aussi de Rembrandt. Voilà Rembrandt qui se dessine, qui se grave, et voilà Matisse dans cette même regard hagard, un peu fou, qu'on peut trouver chez Rembrandt et qu'on retrouve là, tout à fait dans cette gravure de 1900.
Matisse, chaque fois qu'il veut inventer quelque chose, il se dessine. Et donc, il va s'inventer des gravures tout à fait féeriques, fantastiques, libres, d'une écriture extraordinaire. Il va chercher dans ses visages, non pas à cadrer, non pas à chercher, il va chercher la lumière dans les espaces entre les traits. Eh bien, Matisse est homme du Nord, mais vous savez quand même que c'est la couleur qui va être son principal outil. Eh bien, cette lumière, il va d'abord essayer de la découvrir en Bretagne, et puis avant de partir en Corse, chez Turner, en Angleterre, bien sûr. Il dit qu'il a fait un voyage spécial pour voir les Turner. Et cette lumière dans la nature, il faut qu'il la crée, cette lumière. Mais cette lumière, il faut qu'il la découvre, qu'il la vive en lui. Et ce n'est pas dans le Nord qu'il va la vivre, hein. Ça va être dans le Midi. Et c'est là le passage entre le Nord et le Midi. Mais donc, il va faire le voyage particulier, spécial à Londres pour découvrir les nuances contrastées des tableaux de Turner, et il va être touché par les différences entre les blancs et les noirs. Et il dit que les études des aquarelles de Turner sont comme des fleurs et m'ont rappelé les Monet. Les Monet, il va découvrir les Monet surtout en Bretagne avant il va le peindre sur les traces de Monet les années précédentes. Là, on est en 1898, en 96 et 97 en Bretagne. Mais découvrir la lumière, eh bien, il mène une expérience extraordinaire qui est celle, il va se marier à ce moment-là, mais surtout de partir en Corse. Et là, en Corse, c'est une véritable révélation. Il découvre que la lumière lui donne les couleurs. Et ces couleurs dont il a absolument besoin, ces couleurs qui lui permettent de peindre, eh bien, c'est dans la lumière qu'il va pouvoir les mettre, les placer. Alors, il revient à Paris, puis il lui arrive un tas de mésaventures, et notamment, il est obligé de repartir 2 ans dans le Nord, n'ayant plus d'argent, ayant 3 enfants, enfin tout ça, ça va assez mal. Je vous mets un paysage à côté du Cateau, à côté de Bohain, de lequel Saint-Germain, où il va passer 2 ans dans des paysages que vous connaissez, comme moi aussi. Il peint des tableaux tout à fait classiques, dans des tonalités qui espèrent vont pouvoir se vendre. Mais heureusement, il a un ami qui est Signac, qui lui propose de descendre dans le Midi et de venir peindre à côté de lui à Saint-Tropez. Et en 1904, il va descendre, parce que là on est en 1903, hein, donc il passe en 1904 chez Signac, il passe l'été. Et là, avec une préoccupation, finalement, est-ce que la peinture ne serait pas faite de trucs et de ficelles? Est-ce que la théorie post-impressionniste ne serait pas celle qui permettrait finalement de trouver toutes les gammes de couleurs, etc. Alors il y passe l'été, et puis pendant l'hiver, il fait ce grand tableau que vous connaissez tous, mais ça ne le convainc pas. Ce n'est qu'à Collioure, quand il partira l'année d'après, en 1905, avec Derain, que la couleur devient transposition de la lumière, et qu'il va chercher à exalter toutes les couleurs ensemble, sans en sacrifier aucune. Ça, cette quête de la couleur, dit-il, m'est venue de la révélation dans la nature. Il va commencer par faire des aquarelles pour posséder les paysages. Il va, voilà, les Collioure, je vous montre les toits rouges, l'aquarelle des toits rouges, avant d'accorder toutes ces couleurs ensemble, les mêler, leur donner des forces nouvelles, et il va utiliser la couleur comme évidemment on ne l'a jamais utilisé, au point d'ailleurs que ça deviendra un sacré scandale. Vous connaissez tous le scandale des fauves. Il va mettre, sans s'occuper de profondeur, de tonalité, de dégradé de couleurs, il va mettre toutes les couleurs sur la toile en 1905. Ça va faire un joli scandale, on va raconter qu'on a acheté de la peinture à la tête du public, et le tableau le plus scandaleux sera le portrait de sa femme. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre le fameux tableau de Rubens
de Hélène Fourment avec son chapeau. Et voilà le tableau scandaleux que Matisse peint en 1905 et qui sera l'objet de grands scandales du Salon d'automne où exposent les fauves, enfin on va appeler les fauves à cette occasion. Et Matisse n'aura de cesse de chercher la lumière pour traduire la couleur. Il ira même jusqu'à Tahiti pour aller chercher la couleur la plus pure, celle qu'il n'a jusque-là jamais trouvée ailleurs, celle qui l'amène à la saturation des couleurs, cette couleur qu'il ose, parce qu'il sait qu'il peut le faire, il ose aller jusque-là, et cette couleur qu'il obtiendra dans les papiers découpés qu'il fera à la fin de sa vie, dans ses recherches monumentales. Voilà Matisse en train de découper à vif dans la couleur, c'est-à-dire que la couleur est mise sur des grandes feuilles de papier par ses assistantes, et ensuite, avec des grands ciseaux, il taille à vif dans la couleur, révélant la taille directe, taillant dans la couleur comme un sculpteur. Il dit qu'il ne suffit pas de mettre les couleurs, si belles soient-elles les unes à côté des autres, il faut encore que ces couleurs réagissent les unes par rapport aux autres. Et voilà ici une danseuse créole qui n'est évidemment plus rien à voir avec la danseuse, mais avec ce mouvement et cette musique des couleurs qu'il va oser couvrir, dont il va oser couvrir des murs énormes, puisqu'ici on est devant un mur qui fait près de 8 mètres de long. Il faut savoir qu'il fait ça en 1952, qu'il a 80 ans, qu'il a été opéré en 81, qu'il l'a rendu très peu mobile, mais peu importe, il ira jusqu'au bout de ses recherches dans la couleur, ses recherches dont le point de départ est dans les tissus qu'il a collectionnés, qu'il a tellement aimés dans son enfance. Un peintre choisit sa couleur dans l'intensité, la profondeur qui lui conviennent, comme le musicien choisit le timbre et l'intensité de ses instruments. L'orchestration des couleurs, toutes mes couleurs chantent ensemble, c'est comme un accord de musique, elles ont la force nécessaire au cœur. J'avais 35 ans et quand j'avais 35 ans jusqu'à ce découpage, j'en ai aujourd'hui 82, je suis resté le même parce que tout ce temps j'ai cherché les mêmes choses et j'ai peut-être réalisé avec des moyens différents. Ce papier découpé me permet de dessiner dans la couleur. Il s'agit pour moi d'une simplification. Cette simplification garantit une précision dans la réunion de deux moyens qui n'en font qu'un, c'est-à-dire la ligne et le dessin. Bon, c'est encore autre chose. Eh bien, la concrétisation de tout ce travail, ce sera dans la chapelle que Matisse fera en 48, comme je vous en ai déjà montré quelques éléments. Et cette chapelle, dans laquelle il veut donner cet espace infini, cet espace d'immensité, alors qu'elle fait 80 mètres carrés, c'est grand comme cette salle, eh bien, c'est dans la basilique de Saint-Quentin qu'il va vivre cette immense découverte de l'immensité qu'il retrouvera après dans Notre-Dame de Paris et à Chartres, bien sûr. Et il fait une chapelle qui est certainement un des monuments du XXe siècle les plus importants. Et dans cette chapelle, eh bien, il y a, dans le mur du fond, le chemin de croix. Vous savez que dans les églises, il y a toutes les stations du chemin de croix. Et Matisse, au lieu de séparer les éléments du chemin de croix qu'il ne pouvait pas mettre dans la chapelle, décide d'en faire un seul mur, et en disant que c'est le drame le plus profond de l'humanité qu'il va faire sur ce mur. Et pour faire ce mur, eh bien, il va aller chercher, bien sûr, Rubens et Rembrandt. Vous démarrez ici avec Ponce Pilate. Là, le Christ porte sa croix. Il tombe. Ici, ce sont les saintes femmes avec Joseph d'Arimathie, avec Véronique. Et vous avez le Christ qui tombe ici, les soldats qui se partagent les vêtements. Ici, l'érection de la croix, le Christ en croix. Ici, le Christ est descendu de la croix et mis au tombeau. Très important parce que vous allez voir comment cette scène ne fait qu'un, comment elle est complètement unifiée par la composition. Mais pour créer ce grand chemin de croix, Matisse va faire des centaines d'études et il va se plonger à nouveau dans la peinture
notamment de Rubens et de Rembrandt. Voilà Matisse en train de dessiner un chemin de croix, là le Christ portant sa croix, et je vous mets devant Rubens l'érection de la croix. Regardez bien comment Rubens, vous savez que la composition des tableaux de Rubens est sur l'oblique, et que autour de cet oblique, vous avez une spirale. Vous avez un splendide Rubens, hein, d'ailleurs, dans la Braffa, hein, surtout allez voir. Je ne sais pas s'il a été composé par Rubens, mais en tout cas, il y a quelques personnages qui ont été peints par Rubens. Ils sont très très beaux. Eh bien, voilà une étude que Matisse fait à partir de la scène de Rubens. On sait, il a raconté aussi que pour faire le Christ central de la scène, eh bien, il va aller voir Mathias, le fameux triptyque, le retable d'Isenheim, qui est à Colmar, la fameuse scène de Grunewald. Ici, vous avez un Christ qui est dressé sur la croix avec les mains qui semblent ouvertes complètement et tendues vers le haut. Eh bien, regardez ce que Matisse en fait. C'est-à-dire qu'il en fait un personnage qui va danser sur la croix, qui semble beaucoup plus léger. Une autre descente de croix, là, qui est au musée des Beaux-Arts de Lille, qu'il a vu parce qu'il est allé au musée des Beaux-Arts de Lille avant de savoir s'il allait faire une carrière de peintre ou pas, pour savoir si ça valait la peine de consacrer sa vie à la peinture. Eh bien, la descente de croix et aussi ce rythme oblique avec ce Christ qui descend avec ce rythme en spirale et ces personnages qui portent le Christ en dessous. Voilà. Donc ici, c'est l'étude de la descente de croix, toujours qui est au musée des Beaux-Arts de Lille. Et ça, c'en est l'étude que Matisse va en faire en 1895, quand il est l'élève à l'école des Beaux-Arts. Mais il y a une autre descente de croix célèbre, celle de Rembrandt, bien sûr. Et voilà ce que Matisse en fait. Matisse va porter aussi ce Christ, va donner ce mouvement et cette intensité. Et finalement, en une après-midi, il va dessiner toutes les scènes de ce chemin de croix dans un grand élan, dans un grand mouvement vers le Christ en croix. Ça, c'est le chef-d'œuvre absolu, c'est vraiment la fin de la vie de Matisse, dans une consécration absolue de son œuvre. Mais il y a encore quelque chose, et c'est terminé, de fantastique, c'est qu'il était né au Cateau-Cambrésis et que les habitants du Cateau vont le voir, parce qu'il y a une école qu'on va refaire, qu'on va construire. Ils sont allés lui demander simplement s'il voulait bien donner son nom à cette école. Et Matisse a été très touché. Et comme à Nice, il ne voulait pas faire de musée Matisse, et comme à Paris non plus, il leur a dit aux habitants du Cateau, eh bien écoutez, si vous me donnez une salle, je vous donne des œuvres. Eh bien les habitants lui ont donné tout le premier étage de l'hôtel de ville, là, ce que vous voyez là, tout le premier étage de l'hôtel de ville Renaissance. Et Matisse va faire son musée. Il va donner 82 œuvres qu'il va installer lui-même, dont il va décider de l'organisation. Il va mettre une soixantaine de dessins et de gravures. Il va donner 2 grandes peintures, dont la fenêtre athéitique que je vous ai montré tout à l'heure, donner des ensembles de dessins dont il fait des groupements, et il va donner un extraordinaire vitrail. Si vous allez au Cateau, surtout allez voir ce vitrail dans l'école maternelle, ce grand vitrail qui s'appelle maintenant Les Abeilles. C'était la première maquette pour la chapelle de Vence, qui finalement était beaucoup trop mouvementée. C'est un vitrail pour des enfants qui dansent, mais pas pour des gens qui se recueillent. Et aujourd'hui, le musée a été transféré dans un petit palais à côté, tout à fait à côté de là où il était à l'origine, de l'hôtel de ville. Et on a une autre collection, celle donnée par Auguste Herbin, et une troisième collection donnée par Alice Thériade, avec des Giacometti, Miro, Picasso, des Matisse, des Chagall, et une collection absolument époustouflante. Voilà, donc un beau parc. Voilà, je vous montre quelques salles de la collection Matisse. Ici, la collection de dessins donnée par Matisse. Ces salles dans lesquelles on mêle à la fois les peintures et les sculptures, parce que Matisse avait voulu ce regard mélangé. Et quand il ne pouvait pas assister à l'inauguration en 1952, mais il va envoyer un message de toute beauté que je vous lis. Pourquoi cette grande exception faite par la destinée à mon égard? C'est dans la création de la chapelle de Vence que je me suis enfin éveillé à moi-même. Vous imaginez, hein, il a 78 ans. Hein, et j'ai compris que tout le labeur
acharné de ma vie était pour la grande famille humaine à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. Un peu de la fraîche beauté du monde. Alors prenez-en un peu de cette fraîche beauté. Et comme il est reconnaissant à la ville du Cateau, il dit « Je n'aurais été qu'un médium, et rendant à César ce qui appartient à César, j'ai aidé la ville du Cateau à créer ce musée. Une partie du résultat d'une vie de travail qui m'a été imposée par la destinée, et donc justement bien placée, parce qu'il s'est demandé pourquoi lui, pourquoi alors que rien ne le prédestinait à devenir un peintre. Et il termine par un grand geste de générosité, il dit « Je remercie la ville du Cateau de m'avoir choisi. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté. »